Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre, Les naufragés du Jonathan. Par Jules Verne. Première partie. Chapitre 1, Les guanaques. C'était un gracieux animal, le cou long et d'une courbure élégante, la croupe arrondie, les jambes nerveuses et effilées, les flancs effacés, la robe d'un roux fauve tacheté de blanc, la queue courte, en panache, très fournie de poils. Son nom dans le pays, guanaco, en français, guanaque. Vu de loin, ces ruminants ont souvent donné l'illusion de chevaux montés, et plus d'un voyageur, trompé par cette apparence, a pris pour une bande de cavaliers un de leurs troupeaux passant au galop à l'horizon. Seule créature visible dans cette région déserte, ce guanaque vint s'arrêter sur la crête d'un monticule, au milieu d'une vaste prairie où les joncs se frôlaient bruyamment et dardaient leurs pointes aiguës entre des touffes de plantes épineuses. Le museau tourné au vent, il aspirait les émanations qu'une légère brise apportait de l'est. L'œil attentif, l'oreille dressée, pivotante, il écoutait, prêt à prendre la fuite au moindre bruit suspect. La plaine ne présentait pas une surface uniformément plate. Ça et là, elle était vallonnée de bosses que les grandes pluies orageuses, en ravinant la terre, avaient laissées après elles. Abrité par un de ces épaulements, à faible distance du monticule, rampait un indigène, un Indien, que le guanaque ne pouvait apercevoir. Aux trois quarts nu, n'ayant pour tout vêtement que les lambeaux d'une peau de bête, il avançait sans bruit, se faufilant dans l'herbe, de manière à se rapprocher du gibier convoité sans l'effaroucher. Celui-ci, cependant, avait la notion d'un péril imminent, et commençait à donner des signes d'inquiétude. Soudain, un lasso coupa l'air en sifflant, et se déroula vers l'animal. La longue courroie n'atteignit pas le but, elle glissa et, de la croupe, tomba sur le sol. Le coup était manqué. Le guanaque s'était enfui à toutes jambes. Il avait déjà disparu derrière un massif d'arbres, lorsque l'Indien arriva au sommet du monticule. Mais, si le guanaque ne courait plus aucun danger, l'homme était menacé à son tour. Après avoir ramené à lui le lasso dont le bout était fixé à sa ceinture, il se préparait à redescendre, quand un furieux rugissement éclata à quelques pas de lui. Presque aussitôt, un fauve s'abattit à ses pieds. C'était un jaguar de grande taille, au pelage grisâtre, marbré de tachetures noires à centre plus clair, imitant la pupille d'un œil. L'indigène connaissait la férocité de cet animal, capable de l'étrangler d'un seul coup de mâchoire. Il recula d'un bond. Par malheur, une pierre qui roula sous son pied lui fit perdre l'équilibre. La main haute, il essaya de se défendre à l'aide d'une sorte de couteau, fait d'un os de phoque très effilé, qu'il était parvenu à tirer de sa ceinture. Un instant même, il espéra pouvoir se relever et se mettre en meilleure posture. Il n'en eut pas le temps. Le jaguar, légèrement touché, le chargea avec fureur. Renversé, les griffes du fauve déchirant sa poitrine, il était perdu. Juste à ce moment, retentit la détonation sèche d'une carabine. Le jaguar, le cœur traversé d'une balle, s'abattit foudroyé. À 100 pas de là, une légère vapeur blanche voltigeait au-dessus d'un des rocs de la falaise. Debout sur ce roc, se tenait un homme, sa carabine encore épaulée. De type arien très accusé, cet homme n'était pas un compatriote du blessé. Il n'avait pas la peau brune, bien qu'il fût fortement hâlé, ni le nez élargi dans un profond enfoncement des orbites, ni les pommettes saillantes, ni le front bas sous un angle fuyant, ni les petits yeux de la race indigène. Au contraire, sa physionomie était intelligente, son front vaste et zébré des multiples rides du penseur. Ce personnage portait, coupé ras, des cheveux grisonnants comme sa barbe. Toutefois, on aurait pu à 10 ans près indiquer son âge, compris sans doute entre la quarantaine et la cinquantaine. Il était de haute taille, et paraissait doué d'une force athlétique, d'une constitution vigoureuse, d'une santé inattaquable.
Les traits de son visage étaient énergiques et graves, et toute sa personne exprimait la fierté, bien différente de l'orgueilleuse vanité des sots, ce qui lui donnait une véritable noblesse d'attitude et de geste. Comprenant qu'il ne serait pas nécessaire de décharger une seconde fois sa carabine, le nouveau venu l'abaissa, la désarma, la mit sous son bras, puis se retourna vers le sud. Dans cette direction, en contrebas de la falaise se développait une large étendue de mer. L'homme se penchant, appela « Karoyi » et ajouta 2 ou 3 mots dans une langue rude et gutturale. Quelques minutes plus tard, par une coupure de la falaise, apparut un adolescent d'environ 17 ans, que suivit de près un homme dans la maturité de l'âge. Assurément, tous deux étaient indiens, à en juger par leur type bien différent de celui de ce blanc, qui venait de prouver son adresse par un si brillant coup de fusil. Bien musclé, larges épaules, torse puissant, grosse tête carrée portée sur un cou robuste, taille de 5 pieds, très brun de peau, très noir de cheveux, des yeux perçants sous une arcade sourcilière peu fournie, barbe réduite à quelques poils, tel était l'homme, qui paraissait avoir dépassé la quarantaine. Les caractères de l'animalité, mais d'une animalité douce et caressante, le disputaient à ceux de l'humanité, chez cet être de race inférieure, qu'on eût été tenté de comparer, plutôt qu'à un fauve, à un bon et fidèle chien, à l'un de ces courageux Terre-Neuve, qui peuvent devenir le compagnon, mieux que le compagnon, l'ami de leur maître. Et ce fut bien comme un de ces dévoués animaux, qu'il accourut à l'appel de son nom. Quant au jeune garçon, son fils selon toute apparence, dont le corps souple comme celui d'un serpent était entièrement nu, il semblait très supérieur à son père au point de vue intellectuel. Son front plus développé, ses yeux pleins de feu, exprimaient l'intelligence et, ce qui vaut mieux encore, la droiture et la franchise. Lorsque les 3 personnages furent réunis, les 2 hommes échangèrent quelques mots dans ce langage indigène, caractérisé par une aspiration courte à la moitié de la plupart des mots, puis tous se dirigèrent vers le blessé, qui gisait sur le sol près du jaguar abattu. Le malheureux avait perdu connaissance. Le sang coulait de sa poitrine labourée par les griffes de la bête féroce. Cependant, ses yeux fermés se rouvrirent lorsqu'il sentit une main écarter son grossier vêtement. En apercevant celui qui venait à son secours, son regard s'éclaira d'une faible lueur de joie, et ses lèvres décolorées murmurèrent un nom. Le Kaoujer. Le Kaoujer, un mot qui signifie l'ami, le bienfaiteur, le sauveur, en langue indigène, et ce beau nom appartenait évidemment à ce blanc, car celui-ci fit un signe affirmatif. Pendant qu'il donnait les premiers soins au blessé, Karoyi redescendit par la coupée de la falaise, pour revenir bientôt avec un carnier renfermant une trousse, et quelques flacons pleins du suc de certaines plantes du pays. Tandis que l'Indien soutenait sur ses genoux la tête du blessé, dont la poitrine était à découvert, le Kaoujer lava les blessures, et en étancha le sang. Il rapprocha ensuite les lèvres des plaies, qui furent recouvertes par des tampons de charpie imbibés du contenu de l'un des flacons, puis, détachant sa ceinture de laine, il en entoura la poitrine de l'indigène, de manière à maintenir tout le pansement. Où est ta tribu? Le malheureux survivrait-il? Le Kaoujer ne le pensait pas. Aucun remède ne pourrait sans doute provoquer la cicatrisation de ses déchirures, qui semblaient intéresser jusqu'à l'estomac et jusqu'aux poumons. Karoyi, profitant de ce que les yeux du blessé venaient de se rouvrir, demanda « Où est ta tribu ?»« Là, là » murmura l'indigène en indiquant de la main la direction de l'est. « Ce doit être, à 8 ou 10 milles d'ici, sur la rive du canal, » dit le Kaoujer, ce campement dont nous avons aperçu les feux la nuit dernière. Karoyi approuva de la tête. « Il n'est que 4 heures, » ajouta le Kaoujer, « mais le flot va bientôt monter. Nous ne pourrons partir qu'au soleil levant. » Oui, dit Karoyi. Le Kaoujer reprit. « Algue et toi,
Vous allez transporter cet homme, et vous l'étendrez dans la barque. Nous ne pouvons rien de plus pour lui. Karoyi et son fils se mirent en devoir d'obéir. Chargés du blessé, ils commencèrent à descendre vers la grève. L'un d'eux reviendrait ensuite chercher le jaguar, dont la dépouille se vendrait cher aux trafiquants étrangers. Pendant que ses compagnons s'acquittaient de cette double besogne, le Kaoujer s'éloigna de quelques pas, et escalada l'un des rochers qui dentelaient la falaise. De là, son regard rayonnait vers tous les points de l'horizon. À ses pieds, se découpait un littoral capricieusement dessiné, qui formait la limite nord d'un canal large de plusieurs lieues. La rive opposée, que des bras de mer échancraient à perte de vue, s'estompait en vagues linéaments, semis d'îles et d'îlots qui semblaient des vapeurs dans le lointain. Ni à l'est, ni à l'ouest on apercevait les extrémités de ce canal, le long duquel courait la haute et puissante falaise. Vers le nord, se développaient interminablement des prairies et des plaines, zébrées de nombreux cours d'eau qui se déversaient dans la mer, soit en torrents tumultueux, soit par des chutes retentissantes. De la surface de ces immenses prairies jaillissaient, par endroits, des îlots de verdure, forêts épaisses, au milieu desquels on eût vainement cherché un village, et dont les cimes s'empourpraient des rayons du soleil alors à son déclin. Au-delà, bornant l'horizon de ce côté, se profilaient les masses pesantes d'une chaîne de montagnes, que couronnait la blancheur éclatante des glaciers. Dans la direction de l'est, le relief du pays s'accentuait plus encore. À l'aplomb du littoral, la falaise se haussait par étages successifs, puis se redressait enfin brusquement en pic aigu, qui allait se perdre dans les zones élevées du ciel. La contrée paraissait totalement déserte. Même solitude aussi sur le canal. Pas une embarcation en vue, fût-ce un canot d'écorce, ou une pirogue à voile. Enfin, si loin que le regard pût atteindre, ni des îles du sud, ni d'aucun point du littoral, ni d'aucune saillie de la falaise, ne s'élevait une fumée témoignant de la présence de créatures humaines. Le jour en était arrivé à cette heure, toujours empreinte de quelque mélancolie, qui précède immédiatement le crépuscule. De grands oiseaux planeurs, en quête de leur gîte nocturne, fendaient l'air de leur troupe bruyante. Le Kaoujer, les bras croisés, debout sur la roche qu'il avait gravie, gardait une immobilité de statue. Mais une extase illuminait son visage, ses paupières palpitaient, ses yeux étincelaient d'une sorte d'enthousiasme sacré, pendant qu'il contemplait cette étendue prodigieuse de terre et de mer, dernière parcelle du globe qui n'appartint à personne, dernière région qui ne fut pas courbée sous le joug des lois. Longtemps, il demeura ainsi, baigné dans la lumière et fouetté par la brise, puis il ouvrit les bras, les tendit vers l'espace, et un profond soupir gonfla sa poitrine, comme s'il eût voulu embrasser d'une étreinte, aspirer d'une haleine tout l'infini. Alors, tandis que son regard semblait braver le ciel et parcourait orgueilleusement la terre, de ses lèvres s'échappa un cri, qui résumait son appétit sauvage d'une liberté absolue, sans limite. Ce cri, c'était celui des anarchistes de tous les pays, c'était la formule célèbre, si caractéristique qu'on l'emploie couramment comme un synonyme de leur nom, dans laquelle est contenue en 4 mots, toute la doctrine de cette secte redoutable. Debout sur la roche qu'il avait gravie, et « Ni Dieu, ni maître », proclamait-il d'une voix éclatante, tandis que le corps à demi penché au-dessus des flots, hors de l'arête de la falaise, il semblait, d'un geste farouche, balayer l'immense horizon. Fin du chapitre. Chapitre 2, Mystérieuse existence. Les géographes désignent sous le nom de Magellanie l'ensemble des îles et îlots groupés, entre l'Atlantique et le Pacifique, à la pointe sud du continent américain. Les terres les plus australes de ce continent, c'est-à-dire le territoire patagon, prolongé par les 2 vastes presqu'îles du roi Guillaume et de Brunswick, se terminent par un des caps de cette dernière, le cap Froward. Tout ce qui ne leur est pas directement rattaché, tout ce qui en est séparé par le détroit de Magellan, constitue ce domaine, auquel a été justement réservé
le nom de l'illustre navigateur portugais du XVIe siècle. La conséquence de cette disposition géographique, c'est que, jusqu'en 1881, cette partie du Nouveau Monde n'était rattachée à aucun État civilisé, pas même à ses plus proches voisins, le Chili et la République argentine, qui se disputaient alors les pampas de la Patagonie. La Magellanie n'appartenait à personne, et des colonies pouvaient s'y fonder, en conservant leur entière indépendance. Elle n'est cependant pas d'une étendue insignifiante, cette contrée qui, sur une aire de 50 000 km superficiels, comprend, outre un grand nombre d'autres îles de moindre importance, la Terre de Feu, la Terre de Désolation, les îles Clarence, Host, Navarin, plus l'archipel du Cap Horn, formé lui-même des îles Grévy, Wollaston, Freycinet, Hermite, Herschel, et des îlots et récifs, par lesquels s'achève en poussière la masse énorme du continent américain. Des diverses parcelles de la Magellanie, la Terre de Feu est de beaucoup la plus vaste. Au nord et à l'ouest, elle a pour limite un littoral très déchiqueté, depuis le promontoire d'Espiritu Santo jusqu'au Magdalena Sound. Après avoir projeté vers l'ouest une presqu'île tout effilochée que domine le mont Sarmiento, elle se prolonge, au sud-est, par la pointe de San Diego, sorte de sphinx accroupi dont la queue trempe dans les eaux du détroit de Lemaire. C'est dans cette grande île, au mois d'avril 1880, que se sont passés les faits qui viennent d'être racontés. Ce canal que le Cowger avait sous les yeux pendant sa fiévreuse méditation, c'est le canal du Beagle, qui court au sud de la Terre de Feu, et dont la rive opposée est formée par les îles Gordon, Host, Navarin et Picton. Plus au sud encore, s'éparpille le capricieux archipel du Cap Horn. Près de 10 ans avant le jour choisi comme point de départ à ce récit, celui que les Indiens devaient plus tard appeler le Cowger, avait été pour la première fois rencontré sur le littoral fuégien. Comment s'y était-il transporté? Sans doute à bord de l'un des nombreux bâtiments, voiliers et steamers, qui suivent les détours du labyrinthe maritime de la Magellanie et des îles qui la prolongent sur l'océan Pacifique, en faisant avec les indigènes le commerce des pelleteries de Guanac, de Vigogne, de Nandou et de loups marins. La présence de cet étranger pouvait s'expliquer aisément de la sorte, mais, quant à savoir quel était son nom, de quelle nationalité il relevait, s'il se rattachait par sa naissance à l'Ancien ou au Nouveau Monde, c'était là autant de questions auxquelles il eût été malaisé de répondre. On ignorait tout de lui. Nul d'ailleurs, il convient de l'ajouter, n'avait jamais cherché à se renseigner à son sujet. Dans ce pays où n'existait aucune autorité, qui aurait eu qualité pour l'interroger? Il n'était pas dans un de ces États organisés, où la police s'inquiète du passé des gens, et où il est impossible de demeurer longtemps inconnu. Ici, personne n'était dépositaire d'une puissance quelconque, et l'on pouvait vivre en dehors de toute coutume, de toute loi, dans la plus complète liberté. Pendant les 2 premières années qui suivirent son arrivée à la Terre de Feu, le Cowger ne chercha pas à se fixer sur un point, plutôt que sur un autre. Sillonnant la contrée de ses courses vagabondes, il se mit en relation avec les indigènes, mais sans jamais approcher des rares factoreries exploitées çà et là, par des colons de race blanche. S'il entrait en rapport avec un des navires relâchant en quelques points de l'archipel, c'était toujours par l'intermédiaire d'un fuégien, et uniquement pour renouveler ses munitions et ses substances pharmaceutiques. Ses achats, il les payait, soit au moyen d'échange, soit en monnaie espagnole ou anglaise, dont il ne semblait pas dépourvu. Le reste du temps, il allait de tribu en tribu, de campement en campement. Il vivait, comme les indigènes, des produits de sa chasse et de sa pêche, tantôt parmi les familles du littoral, tantôt chez les peuplades de l'intérieur, partageant leur ajoupa ou leur tente, soignant les malades, secourant les veuves et les orphelins, adoré par ces pauvres gens, qui ne tardèrent pas à lui décerner le glorieux surnom sous lequel il était connu maintenant,
d'un bout à l'autre de l'archipel. Que le Kaoujer fut un homme instruit, aucun doute à cet égard, et il avait dû faire notamment des études très complètes en médecine. Il connaissait aussi plusieurs langues, et français, anglais, allemand, espagnol et norvégien auraient pu indifféremment le prendre pour un compatriote. À son bagage de polyglotte, cet énigmatique personnage n'avait pas tardé à ajouter le yagon. Il parlait couramment cet idiome, qui est le plus employé dans la Magellanie, et dont les missionnaires se sont servis pour traduire quelques passages de la Bible. Loin d'être inhabitable, ainsi qu'on le croit généralement, la Magellanie, où le Kaoujer avait fixé sa vie, est très supérieure à la réputation que lui ont valu les récits de ses premiers explorateurs. Certes, il serait exagéré de la transformer en paradis terrestre, et l'on aurait mauvaise grâce à contester que sa pointe extrême, le Cap Horn, ne soit balayée par des tempêtes dont la fréquence n'a d'égal que la fureur. Mais il ne manque pas de pays, en Europe même, qui nourrissent une population nombreuse, bien que les conditions d'existence y soient beaucoup plus rudes. Si le climat y est humide au plus haut point, cet archipel doit à la mer qui l'entoure une incontestable régularité de température, et il n'a pas à subir les froids rigoureux de la Russie septentrionale, de la Suède et de la Norvège. La moyenne thermométrique ne descend pas au-dessous de 5 degrés centigrades en hiver, si elle ne s'élève pas au-dessus de 15 degrés en été. À défaut d'observations météorologiques, l'aspect de ces îles aurait dû mettre en garde contre toute appréciation d'un pessimisme exagéré. La végétation y atteint une ampleur qui lui serait interdite dans la zone glaciale. Il y existe d'immenses pâturages qui suffiraient à la nourriture d'innombrables troupeaux, et de vastes forêts où se rencontrent en abondance le hêtre antarctique, le bouleau, l'épine vinette et l'écorce de winter. Sans aucun doute, nos végétaux comestibles s'y acclimateraient aisément, et beaucoup d'entre eux, jusqu'y y compris le froment, pourraient y prospérer. Pourtant, cette contrée, qui n'est pas inhabitable, est à peu près inhabitée. Sa population ne comprend qu'un petit nombre d'Indiens, catalogués sous le nom de Fuégiens ou de Pêcherets, véritables sauvages au dernier rang de l'humanité, qui vivent presque entièrement nus et mènent, à travers ces vastes solitudes, une vie errante et misérable. Longtemps déjà avant l'époque où commence cette histoire, le Chili, en fondant la station de Punta Arenas sur le détroit de Magellan, avait paru prêter quelque attention à ces régions méconnues. Mais à cela s'était borné son effort, et, malgré la prospérité de sa colonie, il n'avait fait aucune tentative pour prendre pied sur l'archipel magellanique proprement dit. Quelle succession d'événements avait conduit le Kaoujer dans cette contrée ignorée de la plupart des hommes? Cela aussi était un mystère, mais ce mystère, du moins, le cri lancé du haut de la falaise, comme un défi au ciel et comme un remerciement passionné à la terre, permettait de le percer en partie. Ni Dieu ni maître. C'est la formule classique des anarchistes. Il était donc à supposer que le Kaoujer appartenait lui aussi à cette secte, foule hétéroclite de criminels et d'illuminés. Ceux-là, rongés d'envie et de haine, toujours prêts à la violence et au meurtre, ceux-ci, véritables poètes qui rêvent d'une humanité chimérique, d'où le mal serait banni à jamais par la suppression des lois imaginées pour le combattre. À laquelle de ces deux classes appartenait le Kaoujer? Était-il un de ces libertaires aigris, un de ces apologistes de l'action directe et de la propagande par le fait, et, successivement rejeté par toutes les nations? N'avait-il trouvé de refuge qu'à cette extrémité du monde habitable? Une telle hypothèse se serait mal accordée avec la bonté dont il avait donné tant de preuves depuis son arrivée dans l'archipel magellanique, qui s'était acharné si souvent à sauver des existences humaines, n'avait jamais dû songer à en détruire. Qu'il fût anarchiste, oui, puisqu'il le proclamait lui-même, mais alors il appartenait à la section des rêveurs,
et non à celle des professionnels de la bombe et du couteau. S'il en était effectivement ainsi, son exil ne devait être que le dénouement logique d'un drame intérieur, et non pas un châtiment édicté par une volonté étrangère. Sans doute, tout enivré par son rêve, il n'avait pu supporter ces règles d'airain qui, dans l'univers civilisé, conduisent l'homme en laisse du berceau jusqu'à la mort, et un moment était venu où l'air lui avait semblé irrespirable dans cette forêt de lois innombrables, par lesquelles les citoyens achètent, au prix de leur indépendance, un peu de bien-être et de sécurité. Son caractère lui interdisant de vouloir imposer par la force ses idées et ses répugnances, il n'avait pu dès lors que partir à la recherche d'un pays où l'on ne connût pas l'esclavage, et c'est ainsi peut-être qu'il avait échoué finalement en Magellanie, le seul point, sur toute la surface de la Terre, où régna encore la liberté intégrale. Pendant les premiers temps de son séjour, 2 ans environ, le Caouger ne quitta point la grande île où il avait débarqué. La confiance qu'il inspirait aux indigènes, son influence sur leurs tribus, ne tarda pas à s'accroître. On venait le consulter des autres îles parcourues par des Indiens canoës, ou Indiens à pirogue, dont la race est quelque peu différente de celle des Yakana, qui peuplent la terre de feu. Ces misérables pêcherets, qui vivent, comme leurs congénères, de chasse et de pêche, se rendaient près du bienfaiteur, quand celui-ci se trouvait sur le littoral du canal du Beagle. Le Caouger ne refusait à personne ses conseils, ni ses soins. Souvent même, dans certaines circonstances graves, lorsque sévissait quelque épidémie, il risqua sans marchander sa vie pour combattre le fléau. Bientôt sa renommée se répandit dans toute la contrée. Elle franchit le détroit de Magellan. On sut qu'un étranger, installé sur la terre de feu, avait reçu des indigènes reconnaissant le titre de Caouger, et à plusieurs reprises, il fut sollicité de venir à Punta Arenas. Mais il répondit invariablement par un refus, dont aucune instance ne put triompher. Il semblait qu'il ne voulut pas remettre le pied, là où il ne sentait plus le sol libre. On venait le consulter. Vers la fin de la 2e année de son séjour, il se produisit un incident, dont les conséquences devaient avoir une certaine influence sur sa vie ultérieure. Si le Caouger s'obstinait à ne pas aller à la bourgade chilienne de Punta Arenas, qui est située sur le territoire de la Patagonie, les Patagons ne se privent pas d'envahir parfois le territoire magellanique. Eux et leurs chevaux transportés en quelques heures sur la rive sud du détroit de Magellan, ils font de longues excursions, ce qu'on appelle en Amérique de grands raids, d'une extrémité à l'autre de la terre de feu, attaquant les Fuégiens, les rançonnant, les pillant, s'emparant des enfants qu'ils emmènent en esclavage dans les tribus patagones. Entre les Patagons ou Tchè et les Fuégiens, il existe des différences ethniques assez sensibles sous le rapport de la race et des mœurs, les premiers étant infiniment plus redoutables que les seconds. Ceux-ci vivent de la pêche et ne se réunissent guère que par famille, tandis que ceux-là sont chasseurs et forment des tribus compactes, sous l'autorité d'un chef. En outre, la taille des Fuégiens est un peu inférieure à celle de leurs voisins du continent. On les reconnaît à leurs grosses têtes carrées, aux pommettes saillantes de leur face, à leurs sourcils clairsemés, à la dépression de leur crâne. En somme, on les tient pour des êtres assez misérables, dont la race n'est pas près de finir cependant, car le nombre des enfants est considérable, autant, pourrait-on dire, que celui des chiens qui grouillent autour des campements. Quant aux Patagons, ils sont de haute stature, vigoureux et bien proportionnés. Dénués de barbe, ils laissent pendre leurs longs cheveux noirs maintenus sur le front par un bandeau. Leur figure olivâtre est plus large aux mâchoires qu'aux tempes, leurs yeux s'allongent quelque peu suivant le type mongol, et de part et d'autre d'un nez largement épaté, leurs yeux brillent du fond d'orbite assez rétréci. Intrépides et infatigables cavaliers, il leur faut de larges espaces à franchir avec leurs non moins infatigables montures, d'immenses pâturages pour la nourriture de leurs chevaux, des terrains de chasse où ils poursuivent le guanac, la vigogne et le nandou.
Plus d'une fois, le Kaoujer les avait rencontrés pendant leurs incursions sur la Terre de Feu, mais jusqu'alors, il n'avait jamais pris contact avec ces femmes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.